Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal qui, exceptionnellement, durera plus de 50 minutes avec une page spéciale consacrée au Kosovo. Dans l'actualité, les élections présidentielles en Russie. Selon les premiers résultats officiels, Vladimir Poutine obtient un peu plus de 45% des voix. Il pourrait donc y avoir un second tour, mais les estimations se succèdent et se contredisent. Le pape Jean-Paul II devant le mur des lamentations, image historique du Saint-Père à Jérusalem, image de réconciliation ou de recueillement au pied du Saint-Sépulcre. Le remaniement du gouvernement débute de semaine avec déjà les premières réactions politiques qui expliquent ou critiquent ce réaménagement, les dernières heures de réflexion de Lionel Jospin. Le Kosovo, un an après le début des frappes de l'OTAN, une édition spéciale avec sur place les équipes de la rédaction de France 2, emmenées par Claude Sérillon, reportage à Mitrovica, dans cette ville symbole où la haine déchire les deux communautés serbes et albanaises. Nous retrouvons en direct de Pristina Claude Sérillon avec votre invité Bernard Kouchner. En effet, Béatrice, comme invité, j'aurai Bernard Kouchner, le haut-commissaire aux Nations Unies qui représente Kofi Annan ici au Kosovo. Nous évoquerons avec lui les petits pas de la paix, les espoirs quand même si on dit beaucoup que la paix est difficile à installer. Nous évoquerons aussi bien la situation économique que les réactions des enfants dans les écoles. Vous entendrez des témoignages qui font mal car ils parlent beaucoup de haine et de violence. Nous évoquerons la mémoire, les disparus. Des milliers de personnes viennent régulièrement voir notamment Bernard Kouchner pour lui demander ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire pour retrouver la trace de ceux qui ont disparu. Il y en aura environ 7000. Voilà une page spéciale que nous suivrons après l'actualité en votre compagnie avec des reportages que nous avons enregistrés à Mitrovica, dans cette ville que vous parlez comme ville symbole, car effectivement là-bas, il y a aussi en même temps des efforts de paix et nous en parlerons. Nous avons enregistré un long entretien avec le général Dostaki de San qui commande les militaires français mais aussi toute la force de la KFOR dans cette région du Kosovo. À tout à l'heure. Oui Claude, et nous nous retrouvons donc dans une vingtaine de minutes, mais d'abord l'actualité de ce dimanche, le premier grand titre avec l'ultime étape du voyage de Jean-Paul II à Jérusalem. L'histoire, à n'en pas douter, retiendra ces images d'une incroyable force qui ont touché au cœur les différentes communautés religieuses, le Saint-Père devant le mur des lamentations et au pied du Saint-Sépulcre où le pape est retourné prier avant de quitter la Terre Sainte. Un reportage Charles Anderlin. Instant privilégié, rencontre de deux mondes, le successeur de Saint-Pierre fait face au mur, vestige du temple d'Hérode. Le chef de l'église catholique se recueille devant le lieu sacré du judaïsme. Et suivant une tradition juive, il y dépose un message, une prière adressée à Dieu. Nous sommes profondément attristés par le comportement de ceux qui ont fait souffrir vos enfants et demandons votre pardon. L'histoire retiendra que le grand rabbin René Samuel Sirat, ancien grand rabbin de France, était là pour remercier et saluer le pape. La volonté du pape Jean-Paul II de venir jusqu'au Kotel, de toucher les pierres qui sont le dernier vestige du temple de Jérusalem est un acte très fort qui augure véritablement une nouvelle page de fraternité, d'amitié, d'amour du prochain entre juifs et chrétiens. Moins d'une heure auparavant, le pape était reçu par les dignitaires musulmans sur l'esplanade des mosquées, le troisième lieu saint de l'islam. Le grand mufti a demandé le soutien du Saint-Siège pour que cesse l'occupation israélienne de Jérusalem. Au même moment, des ballons et un drapeau aux couleurs palestiniennes étaient lâchés. Geste inhabituel, la police israélienne a laissé les écoliers palestiniens agiter leur emblème dans les ruelles de la vieille ville, près du Saint-Sépulcre où Jean-Paul II a accompli un vœu de toute sa vie, prié sur la dalle de pierre où, selon les évangiles, le corps du Christ a été lavé avant d'être enterré. Il a ensuite célébré sa dernière messe en Terre Sainte et lancé un appel émouvant à la réconciliation. Plus tard dans l'après-midi, le Saint-Père a surpris ses hôtes israéliens en décidant de retourner au Saint-Sépulcre pour y dire une ultime prière et dans la chapelle de la mort du Christ, embrasser l'endroit où se trouvait la croix et allumer un cierge. Après ce pèlerinage historique, le pape est reparti pour Rome à bord d'un avion de la compagnie israélienne El Al, spécialement aménagé.
Et en direct de Jérusalem, Charles Anderlin, en guise peut-être de bilan, peut-on dire ce soir que Jean-Paul II aura réussi un véritable tour de force, satisfaire autant les chrétiens d'Orient, les musulmans, les Israéliens et les Palestiniens? Surtout, il ne s'est fâché avec personne. Pas une phrase, pas une déclaration risquant de susciter des réactions négatives. À la place des prises de position qu'attendaient les uns et les autres, le pape a fait des gestes. Les réfugiés palestiniens espéraient une déclaration en faveur de leur droit au retour en Israël. Le pape a visité un camp de réfugiés, une visite hautement symbolique. Les Israéliens, le monde juif attendait une déclaration, une demande de pardon pour le silence de Pie XII, le silence du Vatican pendant la Shoah. Ils ont eu une cérémonie extraordinaire à Yad Vashem et une scène non moins bouleversante au mur des lamentations aujourd'hui. Alors le pape a réussi un sans faute, ce voyage était préparé jusque dans les moindres détails, il a atteint ses buts. Les chrétiens d'Orient, l'Église catholique très minoritaire dans cette région, sort renforcée de ce voyage. Israël et le monde juif, c'est l'ouverture d'une nouvelle page, d'un nouveau chapitre de l'histoire des relations entre le judaïsme et le Vatican, et puis l'OLP et le Vatican. L'accord est renforcé. Yasser Arafat est tout aussi satisfait ce soir qu'Ehud Barak. Merci Charles Anderlin. Les négociations de paix, là, entre la Syrie et Israël, relancées après 3 mois de gel. Bill Clinton, cet après-midi, s'est entretenu pendant plusieurs heures avec le président syrien Hafez el-Assad lors du sommet de Genève. Un entretien d'importance qui pourrait à terme peut-être donner une nouvelle impulsion aux négociations de paix entre Israël et la Syrie. Ces discussions ont été suspendues en toute fin de journée, mais elles devraient reprendre dans la soirée. L'élection présidentielle en Russie, les estimations se succèdent depuis cette fin d'après-midi. Selon les premiers résultats, la victoire de Vladimir Poutine n'est pas assurée. Difficile dans ces conditions de parler de plébiscite, même si les jeux sont faits. Le dauphin de Boris Yeltsin prendra de toute façon les rênes du pouvoir, puisque le taux de participation dépassant les 50% permet d'ores et déjà de valider ce scrutin. Mais le plus dur reste à faire. Au-delà des promesses électorales, à partir de demain ou du deuxième tour, il faudra gouverner. Sur place, Gilles Rabine, Franck Brisset. Ils sont arrivés avant l'heure. On ne plaisante pas avec les devoirs républicains dans l'armée russe, qui est suspectée de vouloir faire voter les casernes pour Poutine. Les marins de Vladivostok ont été les premiers à voter, tout simplement parce que sur l'extrême-orient de la Russie, qui compte 11 fuseaux horaires, le soleil se lève beaucoup plus tôt qu'à Moscou. Moi j'ai voté pour les communistes. J'ai voté Zyuganov. Petite inquiétude ce matin au fil des fuseaux horaires et des ouvertures du bureau de vote, les électeurs ne se précipitaient pas. Allait-on vers une abstention massive qui, seule, pouvait empêcher Poutine d'être élu au premier tour? Inquiétude vite calmée, la plupart des Russes ont tout simplement raté le passage à l'heure d'été. Moi, j'ai voté Poutine. C'est un homme nouveau. Les derniers sondages créditent l'homme nouveau, Vladimir Poutine, de 53 à 55% des voix et le donne élu dès le premier tour. Le plancher des 50% de votants a été atteint 1 heure avant que le scrutin soit clos. La tâche qui attend le nouveau président est immense car l'héritage laissé à son dauphin désigné par Boris Yeltsin est catastrophique. Pauvreté, crise économique, dette, fuite massive de capitaux, banditisme, corruption généralisée, délabrement de l'État, presque tout est à refaire. À quoi il faut ajouter la guerre en Tchétchénie, à laquelle le nouveau président devra mettre fin s'il le peut, car c'est une guérilla que l'armée russe doit affronter maintenant. En forme d'avertissement, 2000 combattants tchétchènes ont attaqué ce matin une ville du sud de la République en guerre. Jusqu'à présent, Vladimir Poutine s'est contenté de vagues déclarations d'intention. Que fera-t-il? Personne ne le sait encore. Devenu président élu, le dauphin pourra-t-il et voudra-t-il se libérer de la tutelle de Boris Yeltsin? Cet homme jeune osera-t-il affronter la famille, le clan du vieux tsar Boris? C'est la question clé pour l'avenir de la Russie. Les élections présidentielles se sont globalement déroulées dans le calme, alors qu'en Tchétchénie, les forces russes ont lancé une nouvelle opération contre les indépendantistes retranchés dans les montagnes du Sud. Dans les bureaux de vote de la capitale, Grozny, la participation était essentiellement basée sur celle des militaires russes en place venus remplir leur devoir électoral. La population considérant avec indignation et mépris ce scrutin, puisque la guerre en Tchétchénie a fait le succès de Vladimir Poutine. Reportage de nos envoyés spéciaux Dorothée Oliéric, Didier Dahan. Ces jours de vote à Grozny. Ceux qui viennent accomplir leur devoir civique sont ceux qui, pendant près de 5 mois, ont reçu des milliers de bombes russes sur leur toit.
On est fatigué de cette guerre. Il faut que la vie reprenne ses droits. Je n'en peux plus de cette vie. Moi, je vais voter Zyuganov. Pourquoi? Parce qu'au moins, lui, il ne nous tue pas. La plupart de ses électeurs un peu particuliers haïssent Vladimir Poutine. Beaucoup de Tchétchènes ont évidemment boycotté ce scrutin. Ils refusent de voter pour ceux qui les assassinent. Pour la paix, pour l'amitié, pour la vie de nos fils. J'en avais 2. Ils ont été tués. Ils étaient innocents. Peu importe le résultat de ces élections ici en Tchétchénie, pour Moscou, organiser un scrutin dans un pays toujours en guerre, c'est avant tout une façon de mettre au pas politiquement, cette fois, la petite république indépendantiste. Et en direct de Moscou, nous rejoignons Gilles Rabin pour les premières estimations. Vladimir Poutine ne serait donc pas victorieux dès le premier tour, vous pouvez nous le confirmer? Écoutez, je ne peux pas vous le confirmer, les télévisions russes donnent maintenant Vladimir Poutine élu dès le premier tour, mais avec une toute petite marge, 50,06% des voix. Alors, il faut tout de suite dire que ce ne sont pas des résultats, ce sont des projections sorties d'urne, faites à partir des sondages sortis d'urne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en Russie, ces projections sur des sondages sortis d'urne sont tout sauf précises. Le seul résultat dont on dispose porte sur 7% des voix, celles d'Extrême-Orient, donne 45% à Vladimir Poutine et 31% au communiste Zyuganov. Alors, le chiffre peut faire croire que Vladimir Poutine ne passerait pas au premier tour. En réalité, ça serait plutôt l'inverse. Parce que l'Extrême-Orient russe vote traditionnellement très fortement communiste. Et le fait que le candidat communiste fasse que 30% des voix et Poutine 45% dans ce fief-là, dans cette région-là, ça donne à penser que dans le reste de la Russie, il pourrait frôler la barre des 50% et peut-être la dépasser. Merci et nous verrons bien. Merci Gilles Rabin. Au Chili, l'espoir de voir juger dans son pays l'ex-dictateur Augusto Pinochet, cet espoir semble désormais enterré. Le Congrès a voté hier un amendement qui accorde l'immunité aux anciens présidents de la République et il n'existe aucun moyen spécifique pour lever cette immunité. Au chapitre des réactions, Nicole Fontaine, présidente au Parlement européen, parle du prix. Politique française avec, dans les heures qui viennent, au plus tard en début de semaine, le remaniement du gouvernement. Avant même que soit annoncé ce que Lionel Jospin appelle un réajustement, les scénarios se multiplient et les réactions politiques, puisque déjà dans l'opposition comme dans la majorité, on tente d'expliquer, de justifier ou de critiquer cette réorganisation ministérielle. Entre rumeurs, mutisme et petites phrases lourdes de sens, Jean-Baptiste Prelali. À Matignon, c'est l'heure des derniers réglages avant remaniement, le temps de la décision pour Lionel Jospin. Et ce soir, il y a au moins des certitudes. Le mécontentement des enseignants aura bien emporté Claude Allègre. L'échec de la réforme de Bercy aura eu raison de Christian Sauter. Des négociations infructueuses avec les fonctionnaires, Émile Zuccarelli devrait au moins changer de poste. Et puis, il y a des ministres qui aujourd'hui livraient les indices d'un départ imminent. La rumeur me dit que vous ne resteriez pas au ministère de la Culture. Et alors, est-ce que c'est une question de tristesse? Non, parce que pour moi la politique c'est d'abord toujours avoir un projet d'avance et avoir la possibilité aussi de rebondir, quelles que soient les circonstances. La nouveauté politique, ce serait l'arrivée de Laurent Fabius au gouvernement. Son nom a été cité pour l'économie, mais Elisabeth Guigou pourrait finalement remplacer Christian Sauter à Bercy. Un temps, le retour de Michel Sapin à un poste qu'il a déjà occupé a été évoqué. Pour l'éducation, on parle de Jean Glavany, l'actuel ministre de l'Agriculture, ou de Jean-Louis Bianco. Globalement, l'équilibre entre le PS et ses alliés sera respecté dans le nouveau gouvernement. Les alliés du PS s'en réjouissent. Ce qu'on nous est demandé aujourd'hui, c'est d'aller plus loin, avec des mesures plus fortes. Et peut-être que ça incombe de bouger un peu, avec une équipe renforcée. Pour Lionel Jospin, il s'agit surtout de renforcer politiquement son gouvernement et aussi d'effacer les impressions de cafouillage récents. À droite, on considère que le remaniement est déjà un aveu d'échec. Un remaniement contraint et forcé par l'échec d'un grand nombre de secteurs du gouvernement et c'est un signe de faiblesse. Depuis 10 jours, la rumeur court. Fin du suspense dans quelques heures. On connaîtra alors le gouvernement Jospin II, celui qui préparera les élections législatives et aussi la présidentielle.
Parmi les ministres qui devraient très probablement partir, Claude Allègre, ministre de l'Éducation, en place depuis le début du gouvernement Jospin, une personnalité entière, plus fin technicien que fin politique sans doute, symbole de la contestation, devenu parfois ces derniers jours bouc émissaire. Claude Allègre avait l'ambition de réformer le système, mais n'a pas réussi à se faire comprendre par les enseignants. Il devrait sans doute donc laisser sa place, même si une amitié de 40 ans l'unit au Premier ministre. Et la Nugue. Sa force et sa faiblesse, c'est de n'être pas un politique. Physicien de formation, il ne brigue aucun mandat électif. Il pense donc avoir les mains libres pour lancer d'innombrables réformes. L'école, les lycées, l'allègement des programmes, l'aide individualisée. Il veut changer le système éducatif, l'adapter au XXIe siècle. Mais Claude Allègre manque de diplomatie. Il joue les parents d'élèves, séduits par son franc-parler, contre les enseignants. 5 jours après son entrée au gouvernement, il attaque sa propre administration. Il veut dégraisser le mammouth. La formule est mal perçue. Les enseignants comprennent réduction d'effectifs. 2 mois plus tard, le propos est on ne peut plus clair. Il y a beaucoup trop d'absentéisme dans l'éducation nationale et il faut mettre fin à ça. Et de petites phrases en petites phrases, il s'en prend au corporatisme des syndicats, aux heures supplémentaires des enseignants, à leurs vacances. Les gens de la fonction publique, ils ont 1 mois de vacances. Les enseignants, ils ont 4 mois de vacances. Et ils prennent les congés formation en plus sur la scolarité. Le divorce entre les enseignants et leurs ministres est rapidement consommé. Ils balancent des choses pour nous monter contre l'opinion publique et c'est un scandale. Et on en a assez. Certain d'être sur la bonne voie, Claude Allègre poursuit ses réformes. Ont-elles suscité trop d'espoir? L'impatience gronde. Premier dans la rue, inattendu, à l'automne 98, les lycéens. Rapidement, les enseignants leur emboîtent le pas et au début de cette année, fait nouveau, la grogne gagne les parents. Claude Allègre se retrouve seul contre tous. Même le camp socialiste, inquiet de perdre un électorat fidèle, commence à lui tourner le dos. Coincé entre le mammouth et les éléphants du PS, Lionel Jospin n'aura d'autre choix que d'abandonner son ami de 40 ans. À Martigues, la réélection attendue de Robert Rue à la tête du Parti communiste français pour un 3e mandat, avec comme ambition d'accomplir la mutation de son mouvement, un congrès qui était là-bas qualifié d'historique. Robert Rue laisse entendre qu'il ne resterait peut-être pas forcément jusqu'à son terme à la tête du parti. Il pourrait laisser la place lors du prochain congrès dans 3 ans, ou peut-être avant. Un mot d'économie avec le mariage annoncé de Daimler Chrysler. Le constructeur automobile prendrait le contrôle du japonais Mitsubishi Motors. Une annonce qui devrait être officielle dès demain. Football, la défaite, l'humiliation, la descente aux enfers qui continue. L'OM aux portes de la 2e division et qui plonge l'équipe et les supporters dans la déprime. Michael Darmon, Christophe Larocca. L'OM des maudits. Dumas effondré qui n'en croit pas ses yeux. Quelques secondes plus tôt, il vient de marquer contre son camp sur un coup franc pour Strasbourg tiré à 30 mètres de la cage olympienne. Le score était alors de 1 partout. Jusque-là, les Marseillais gardaient l'espoir. Certes, les Strasbourgeois avaient ouvert la marque à la 62e minute par ce but d'Eret. Mais 4 minutes plus tard, Bakayoko mettait le compteur à égalité sur ce corner de Pires. Pourtant, l'OM n'arrive pas à rebondir. Franck Dumas entre alors en scène avec son doublé cruel. Un but contre son camp et surtout cette erreur fatale qui permet à Dorn, l'attaquant de Strasbourg, d'effacer le gardien Porato. Score final 3-1. Sur son banc, Bernard Casoni vit un cauchemar. Ouais, mais bon, on est obligé de faire avec et c'est vrai que ça ne nous sourit pas du tout actuellement, mais il faut arriver à faire pencher la balance. L'entraînement de Franck Dumas et des autres joueurs ne reprendra pas avant mardi. Quant aux supporters officiels, ils se spécialisent aujourd'hui dans l'audit d'une saison gâchée. Cette fois, ils mettent en cause la direction de l'Olympique de Marseille. Il est hors de question d'entendre que la direction de l'OM est en Suisse, est en train de manger dans un grand restaurant. Et puis les hommes se battent sur le terrain, ils font ce qu'ils peuvent, mais il n'y a personne derrière, il n'y a que les supporters. Et les chefs, où ils sont? Sur le papier, il est vrai, rien n'est joué. Mais dans les têtes, c'est bien la 2e division qui obsède les esprits. À l'instar de l'attaquant Abardonado hier à l'issue du match, l'OM ressemble à un club au bord de la crise de nerfs. Cette nuit à Los Angeles, la soirée des Oscars, la 72e édition de cette cérémonie mythique, a été perturbée ces derniers jours par la publication dans la presse de la probable liste des gagnants. Un scandale qui continue d'agiter le petit monde d'Hollywood. Georges Bécou. Los Angeles, 32e rue, Shrine Auditorium, branle-bas de combat. Heureusement qu'on les a retrouvés, les fameuses statuettes en métal doré.
On les avait perdues. Elles gisaient dans une benne à ordures. Ça rassure les fans qui campent depuis plusieurs jours devant le théâtre des opérations. Va-et-vient des vedettes, des animateurs qui viennent répéter des dizaines de fois leur numéro très spontané de rire et de larmes. Good morning, Jim! Grandissime favori, American Beauty, la critique féroce d'une Amérique qui se moque d'elle-même. Une chance de prix d'interprétation pour les héros Annette Bening et Kevin Spacey. Ne m'interromps jamais, chérie. Denzel Washington pour Hurricane Carter est également attendu au palmarès masculin. Ce bouquin, c'est la seule chose qui peut réussir à me faire sortir d'ici, tu comprends? Côté film étranger, l'espagnol Almodovar et le français Régis Varnier tiennent la corde. Le premier pour Tout sur ma mère, et sur les autres femmes d'ailleurs. Las mujeres somos más tolerantes, pero eso es bueno. Somos gilipollas. Je n'en peux plus d'attendre. Régis Varnier est sélectionné pour Est-Ouest. On avait un pacte. Si ça n'allait pas, on devait rentrer. Et maintenant, dans cette foire aux vanités et au talent, que les meilleurs gagnent. Ainsi s'achève la première partie de ce journal. Place maintenant à l'édition spéciale consacrée au Kosovo un an après. Reportage invité pour s'interroger sur l'avenir de cette région encore déchirée par la haine entre les communautés serbes et albanaises. Tout de suite, nous rejoignons en direct de Pristina Claude Sérian. D'abord, l'inquiétude, le désarroi de ces populations qui n'arrivent pas à effacer les traces de ce conflit, Claude. C'est cela, Béatrice. En fait, dans notre démarche de vouloir connaître l'état des lieux aujourd'hui, un an après, vous le rappeliez au début de cette édition, le début des frappes de l'OTAN, de savoir comment les Kosovars, Albanais, mais aussi les Serbes vivaient, réagissaient, s'il y avait encore des espoirs. Nous avons eu une première démarche indiquée par les différents journalistes qui sont venus ici. Je pense à Anne Poncinet, Maryse Burgot ou Thierry Tuillier. Nous avons été frappés par leur besoin de retrouver leur mémoire, de faire leur deuil. Il faut savoir qu'il y a peut-être 7000 personnes disparues, 7000 Albanais. Certains sont sans doute morts, certains seraient en prison en Serbie. Et il y a lieu actuellement à la frontière avec la Serbie des marchandages qui sont pas très jolis à voir. Alors avec Maryse Burgot et Yann Moine, nous avons voulu nous rendre à Drakova pour voir ces familles qui régulièrement s'adressent aux autorités, notamment à Bernard Kouchner, avec des photos des leurs et disent que sont-ils devenus? Il faut les retrouver, il faut nous dire pour que nous puissions faire notre deuil et peut-être ensuite penser à l'avenir. Elles sont arrivées avec leurs enfants et des photos. Les femmes de Djakova nous sont alors apparues comme enfermées dans un hiver sans fin. Parce que les femmes de disparus passent leur vie à attendre. Elles ne sont pas en deuil, elles oscillent entre espoir et abattement au gré des rumeurs. On dit que les Serbes les ont cachés quelque part, en Serbie. C'est ce qui me fait croire qu'ils vont revenir un jour. Ma fille parle toujours de son père, elle n'a que ce mot-là à la bouche. Elle était petite il y a un an, mais elle se souvient très bien de lui. Les ruines de Djakova portent en elles le mystère de ces disparitions. Depuis l'offensive serbe sur la ville il y a un an, 1500 hommes n'ont plus jamais été revus. Et dans son malheur, ce vieil homme a beaucoup plus de chance que les femmes de Djakova, lui, sait. Son fils est vivant. Il est là-bas en prison en Serbie, de l'autre côté de la limite administrative avec le Kosovo. Ce jour-là, il a attendu ici, en vain, un avocat. Car cet endroit est aujourd'hui le lieu des marchandages les plus sordides. Dans les voitures, à l'abri des regards, certains avocats serbes demandent de 30 000 à 100 000 francs aux familles pour obtenir des juges la relaxe des prisonniers. Celui-ci refuse de répondre à nos questions. Si demain l'avocat revient et me demande 3000 Deutschmarks supplémentaires, je les trouverai. On va me les prêter, je rembourserai si je peux. 35 000 francs, c'est la somme que cette autre famille dit avoir rassemblée pour faire libérer le fils aîné, ex-passeur d'armes de Lučeka. À la demande de l'avocat serbe, l'argent a été déposé sur un compte en Suède. L'avocat a dit, si vous ne déposez pas l'argent dans 1 heure, il sera condamné et renvoyé en prison. J'ai téléphoné aux amis de mon fils en Allemagne.
Ils ont tous donné de l'argent. Les familles des disparus et des prisonniers en Serbie manifestent tous les vendredis dans les rues de Đakovo. Lors de la signature des accords de Kumanovo, le sort de ces hommes n'a jamais été évoqué. Or, tant que ces visages hanteront le Kosovo, il n'y aura pas de réconciliation possible. Outre l'indispensable travail de mémoire, de travail de deuil, il y a une question. Est-ce que les deux communautés pourront revivre ensemble? Or, ici même, sur cette rive nord de l'Ibar, l'armée française, commandée par le général de Saki de San, a tenté une expérience, un premier petit pas de paix. Permettre à des Albanais de retrouver leurs appartements, de vivre dans ces tours où ils vivaient auparavant, aux côtés d'autres familles serbes. Les deux familles se parlent, s'échangent même des aliments, mais tout cela se fait un peu discrètement, on ne veut pas attirer l'attention des extrémistes. Mais pour comprendre aussi ce que cela signifie entre deux communautés, de quitter sa maison, d'acheter une maison serbe quand on est albanais ou l'inverse, voici le reportage d'Anne Poncinet de Gijek qui est dans un village où les plus vieux attendent et ne savent plus très bien quoi faire. Kuća na prodaju, ça veut dire maison à vendre en serbe. On devrait d'ailleurs plutôt dire rue à vendre, car tous les Serbes quittent la rue Nemanjina. Tanja est une des dernières. Elle bêche encore son jardin, mais ne sait pas si elle sèmera un jour. Elle est prête à partir depuis 2 mois. Avant, son frère habitait en face. Maintenant, des Albanais se sont installés. Il y a plein de gens qui passent, mais ils ne proposent que le minimum. C'est-à-dire 50 000 Deutschmark. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ici toute seule? Quand tout le monde vend, celui-là et l'autre voisin aussi. Les nouveaux Albanais d'en face viennent de Serbie. Pas de gaieté de cœur, mais ils ne se sentaient plus en sécurité là-bas. Pour les deux communautés, c'est comme une sorte de nettoyage ethnique immobilier, sans violence ni usurpation. On lui a donné de l'argent pour la maison et le propriétaire a fait certifier cette vente en Serbie. Puis, il nous a envoyé des documents. On a payé tout de suite, avec son accord, on s'est compris. C'est presque systématique. Après la maison bleue de Tanja en vente et la maison jaune achetée par des Albanais, si l'on continue la rue, on trouve encore une autre maison qui a tout juste changé de main, mais selon une autre procédure, le troc. Ils sont albanais, ils viennent eux aussi de l'est de la Serbie. Ils ont échangé leur maison avec le Serbe qui vivait ici, tout simplement, sans paiement. Nous, on ne chasse personne. Eux aussi, ils ont envie de partir. Ils voient bien que la vie a changé et que tout autour d'eux, c'est acheté par des Albanais. Alors chacun est tenté d'aller dans son pays, du côté où est sa famille. La vie a changé et la CAFOR qui passe au bout de la rue n'y peut rien. Discrètement, à pied ou en voiture, démarchages et transactions se poursuivent inéluctablement. C'est quoi le prix? 150 000 Deutschmark. Trop cher pour l'Albanais qui remonte dans la voiture de ses amis. Il trouvera sans nul doute ailleurs, 1 ou 2 maisons plus loin. Il est prévu que la rue Nemanjina soit débaptisée et qu'elle porte bientôt un nom albanais. Ici, plus question de parler de relogement ou de reconstruction. Nous sommes dans le quartier Rome, le quartier de Zigan, de Mitrovica, sur la rive sud de l'Ibar. Alors les Tziganes, les Roms, on les déteste des deux côtés, côté serbe comme côté albanais. On les a accusés de collaborateurs, de complicité avec l'ennemi. Le Tchéka albanaise a fait tout sauter. Ici, nous sommes dans ce quartier Rome qui ressemble à une sorte d'Oradvour. Il n'y a plus rien, tout est détruit. Les Tziganes sont partis quelque part au nord de la Serbie, dans des camps ou quelque part encore plus loin. C'est un peu leur sort, leur histoire à eux. Face à ces déchaînements de haine, à ces capacités d'extrême violence, la CAFOR. Dans cette zone, c'est le général de Saki de San qui les commande, 3500 hommes français, qui doivent être extrêmement vigilants, veiller à une stricte neutralité. Mais ils peuvent à tout instant s'attendre à des incidents, à des violences. Vous allez voir dans ce reportage à travers une journée passée par Thierry Tuillier et Bruno Giraudon aux côtés du général de Saki de San. Bonjour. C'est tous les jours comme ça. Ils se feraient pas d'aller sur le terrain? Ah non, 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 pas du tout. Ah bah non, heureusement d'ailleurs. Le général déserte son bureau pour mieux sentir le pouls de Mitrovica. Ce matin-là, côté albanophone, la poudrière a les apparences de n'importe quelle ville qui s'éveille au printemps. Comment allez-vous, général?
Moi bien, et vous? Très bien, très bien, ouais. Tranquille, hein. À partir de quand vous pensez pouvoir réinstaller des Serbes de ce côté-ci? Il faudrait bien que ça puisse se mettre en place la semaine prochaine. Mais là aussi, c'est eux qui décideront, hein. C'est pas moi qui les forceront à venir à pied, hein. Ça c'est clair. Il faudra qu'ils se sentent en confiance, justement. Alors bon, peut-être en voyant justement tout ça... Dans ces zones, les armes et les manifestations sont interdites, mais la confiance ne se gagne pas par la seule omniprésence militaire. Alors Pierre de Saki de Sannes troque souvent sa casquette de général faut lui en proposer un, pour celle de diplomate, impartial. Quand il reçoit le leader albanophone, il se doit de rendre visite dans la même journée aux représentants serbes de l'autre côté de la rive. Mais là, il se heurte au poids de l'histoire récente. Toutes les forces présentes sont membres de l'OTAN, l'agresseur de notre pays. C'est normal que nous les traitions comme des agresseurs. Ce sentiment ne peut pas s'effacer facilement. Je me dis que ça pourrait être une ville comme les autres. Je savais que ça serait pas simple. Aussi compliqué, franchement, non. Quant à l'avenir, il n'y a qu'une chose que j'arrive vraiment à bien prédire ici, c'est le passé. Le reste... En mai, il passera le témoin à un autre général français. La CAFOR est là pour longtemps. En général, ce qui frappe, c'est qu'à voir ce reportage de Thierry Tuillier et Bruno Giraudon, c'est qu'au fond, vous n'avez pas vraiment un rôle de militaire. C'est du médiateur, c'est du diplomate, c'est du maintien de l'ordre. Est-ce que vous trouvez normal qu'un militaire comme vous, ça fasse ça? Oui, ça reste quand même un métier militaire, parce que ce que vous avez vu, c'est une partie de mes activités, mais lorsque la crise éclate, là, nous reprenons notre métier militaire. C'est un petit peu la caractéristique des opérations modernes de maintien de la paix aujourd'hui, c'est que le chef militaire doit avoir maintenant plusieurs composantes dans son métier. Au point de devenir soit diplomate ou policier? Policier, non. Nous ne faisons pas du maintien de l'ordre, nous faisons du contrôle de foule. C'est totalement différent, c'est simplement pour avoir, si vous voulez, une riposte graduée face à une foule qui n'est pas armée. Alors, on a évoqué au cours de cette édition spéciale les petits pas que vous faites. Vous mettez des Albanais côté nord, vous avez envie de mettre des Serbes côté sud. Ça peut durer jusqu'à quand, ça, ces petits pas? Et on ne veut pas mettre des Albanais au nord ou des Serbes au sud. On veut remettre des Albanais au nord et remettre des Serbes au sud. Ce sont des gens qui ont toujours vécu ensemble ici. Et la population de Mitrovica, qu'elle soit albanaise ou serbe, la vraie population s'entend bien. La preuve, dans les 3 tours où nous avons relogé les familles albanaises qui étaient parties début février, il reste 20% de familles serbes et il n'y a aucun problème. C'est à mon avis, si vous voulez, la seule solution pour faire baisser la tension. Alors ça sera peut-être long, mais je pense que si l'on réussit, ça peut ensuite déclencher des pas beaucoup plus grands et beaucoup plus importants. Est-ce que vous avez le sentiment, d'une certaine manière, les militaires sont un peu piégés dans cette situation? Chaque fois qu'on est dans une opération de maintien de la paix, on est piégé. Parce qu'on est au milieu, en règle générale, de 2 populations qui ont connu un traumatisme important, donc qui n'est pas facile de refaire vivre ensemble. Et par le fait même qu'on soit au milieu, bon, il est évident que ce n'est pas une position facile et enviable. Et la réponse sur le fait que les Français sont plutôt pro-serbes? Oh, je crois que les derniers événements ont montré quand même que, pour être pro-serbe, on avait des confrontations, hélas, assez violentes avec eux. On n'est ni pro-serbe ni pro-albanais, on est pro-population de Mitrovica. Et on est bien incapable, nous, de faire la différence entre un Kosovar d'origine albanaise et un Kosovar d'origine serbe. Je vous remercie, Général. Je vous invite à voir le reportage qui suit, qui a été réalisé par Jérôme Bonny et Frédéric Pasquette. C'est dans la vallée de Preševo. Et là, il y a un nouveau regain de tension, car certains éléments de l'ex-Učeka attisent les sentiments anti-serbes d'une population albanaise prise dans une enclave. C'est donc dans le sud-est de la Serbie, dans la vallée de Preševo. L'atmosphère s'est alourdie ces derniers jours à Bujanovac, dans cette ville où vivent un tiers de Serbes, un tiers d'Albanais et un tiers de Tziganes. On voit encore ici Serbes et Albanais assis à la même table, mais tous appréhendent la contagion de la haine venue du Kosovo. Nous ne leur demandons rien. Eux, ils sont à part. Ils peuvent rester tranquillement là-bas. On n'a pas besoin d'eux ici pour nous défendre. Les policiers, tous serbes, sont sur le qui-vive, multipliant les contrôles. Ils se déplacent en véhicules blindés. Il y a un mois,
L'un d'entre eux a été tué dans ce village proche de la frontière administrative avec le Kosovo, dans une zone où opèrent quelques dizaines d'hommes soutenus par la guérilla albanaise, l'ex-UÇK, qui n'est ni vraiment dissoute ni complètement désarmée. L'armée yougoslave s'est retirée à 5 km de la limite du Kosovo, conformément à l'accord signé à la fin de la guerre en juin dernier. Sous un vieux portrait officiel du président Milosevic, encore souriant, le maire de Bujanovac lance un appel au secours. Pour nous, la plus grande aide serait que les forces de la paix au Kosovo, surtout le contingent américain, ferment la frontière vers la Yougoslavie pour empêcher les infiltrations des terroristes. À ce moment-là, nous ici, sur notre territoire, nous n'aurions pas de problème. À la sortie de la mosquée, les visages sont graves. Ces hommes assistent avec inquiétude à la montée de la violence. La population albanaise du sud-est de la Serbie tient à la paix. Elle n'est pas prête à soutenir une guérilla importée du Kosovo. Les Serbes, les Albanais, tout le monde a peur. Avant, on vivait très bien, mais maintenant ça ne va plus. Chaque soir, les Albanais de Bujanovac restent calfeutrés chez eux. Ils ne veulent pas céder à la haine, mais la peur est déjà là. Ici, ce n'est pas la guerre qui est responsable de tous ces dégâts. Nous sommes à Trepča, un complexe qui produisait des engrais chimiques, des batteries. C'est juste à côté de Mitrovica. Et c'est un petit peu le cœur industriel du Kosovo. 300 000 personnes travaillaient ici. Vous voyez l'état de délabrement? En plus, les cadres, les ingénieurs étaient serbes et ils sont tous partis. Quasi impossibilité de remettre en état ce centre. L'autre centrale qui produit l'électricité, Obilic, alors là, le dégât est aussi considérable et très impressionnant, comme l'ont constaté Anne Ponsinet et Gilles Jacquier. C'est un monde mystérieux, envahi de poussière de cendres. Des centrales à charbon de ce genre, on n'en trouve plus en Europe. Il a fallu que ce soit le Kosovo qui en hérite. Le jour où nous sommes arrivés, tout était en panne. Ce qui est surprenant en réalité, c'est que ces machines aient pu encore tout récemment produire de l'électricité. Ça va bien. On a juste une réparation à faire sur l'économiseur. Il y a bien une autre centrale plus moderne au Kosovo, mais elle tombe en panne, elle aussi. Alors pour fournir les 550 mégawatts nécessaires à la province, il faut avoir recours à cet outil hors d'âge et hors d'usage. Et en plus, on a des problèmes avec le charbon qui est plein de terre. Car la mine est à l'avenant. Surexploitée pendant des années, elle fournit difficilement un charbon inépuisable, mais de mauvaise qualité. Quant aux dirigeants serbes, ils sont partis depuis l'entrée de la KFOR avec quelques engins de chantier et surtout tout leur savoir-faire. Les nouveaux directeurs albanais, écartés des postes à responsabilité pendant 10 ans, sont mal préparés. Pendant 10 ans, j'ai dû travailler dans une centrale de chauffage. C'est ce que j'avais trouvé pour pouvoir continuer à subvenir aux besoins de ma famille. Résultat des discussions sans fin et une gestion en forme de casse-tête. Bill White, britannique, est chargé par les Nations Unies de conseiller la direction albanaise, mais sans réel pouvoir de décision. Depuis des mois, les pannes succèdent aux pannes. Ce jour-là, aucune fumée en vue, les compteurs sont à zéro. Toute l'électricité est importée. Ironie de l'histoire, elle vient pour la plus grande part de Serbie. Il faut maintenant qu'on demande aux Serbes de maintenir encore ce niveau d'importation jusqu'à ce qu'on soit sûr que l'unité 3 va tenir le coup. La nuit à Pristina, les quartiers sont alimentés à tour de rôle. Vaille que vaille, la mission des Nations Unies tente de faire face à la demande. Cette année, le Kosovo a passé l'hiver au son des groupes électrogènes. Le printemps arrive, mais il faut déjà se préparer pour les grands froids de l'an prochain. Outre le mauvais état du système industriel, un taux de chômage très important, sans doute 70% de la population active. Et pourtant, comme ici, dans ce marché de Mitrovica, l'activité économique quotidienne reprend. Mais une activité qui est quelquefois liée à des mafias, des clans, avec des trafics en tout genre. Il faut donc une autorité administrative. Et c'est le cas du préfet Alain Leroy, français, qui se trouve à Pech et qui essaye de réguler cette nouvelle économie. Ça n'est pas facile, comme le montre le reportage de Maryse Burgot et Yann Moine. Au Kosovo, aujourd'hui, tout s'achète et tout se vend. Ces jours de marché à Pech et la guerre semblent bien loin. Moi, je suis arrivé le 16 juillet, il y avait 0 magasin, 0, pas un.
C'est indéniable, les affaires reprennent au Kosovo. Mais on s'interroge sur la légalité de certains échanges. Cigarettes de contrebande, trafic de voitures volées et de drogue, le Kosovo est aujourd'hui un paradis pour les mafias, selon les propres termes d'un envoyé spécial de l'ONU. Alain Leroy est l'un des 5 hommes chargés de doter la province d'une administration civile efficace. Ce matin, au briefing quotidien, on lui annonce un meurtre la veille à Đakovo, une ville qui relève de sa compétence. Une grande partie des crimes reste non élucidée, par manque de policiers en particulier, bien sûr, et puis on manque de l'action préventive de ces policiers, bien sûr. 43 policiers de 18 nationalités différentes. Pour une ville de 150 000 habitants, c'est effectivement peu. Quant aux juges qui ont prêté serment devant Alain Leroy en janvier dernier, ils sont certes pleins de bonne volonté. Ils siègent aujourd'hui pour la 6e fois. Mais leur indépendance vis-à-vis, par exemple, des milieux liés à l'ex-Uçeka est fragile. C'est une chose très difficile pour eux d'arriver à résister à des pressions lorsqu'on a très peu de policiers pour les protéger, etc. Optimiste mais réaliste, Alain Leroy reconnaît que quelques domaines lui échappent encore. Certains groupes pratiquent par exemple le racket et mènent des actions de police parallèles. Les oiseaux de mauvais augure y verront les indices d'une dérive mafieuse. Et nous retrouvons à présent Claude Sérillon en direct de Pristina en compagnie de Bernard Kouchner pour évoquer la question essentielle de l'administration de cette région, une très difficile gestion de la paix. C'est cela, Béatrice. En fait, Bernard Kouchner, l'une des tâches essentielles qui est extraordinairement complexe, c'est de pouvoir réorganiser, si ce n'est organiser un pays. Alors, ça passe par les problèmes de police, les problèmes administratifs, des paperasses, une gestion, c'est ça, tout bêtement? Ça passe partout. Puisqu'il n'y avait rien, plus rien, ça passe par des problèmes humains, des problèmes techniques et bien sûr des problèmes politiques, parce que tout est politique au Kosovo. Mais il faut se rendre compte que nous avons tout bâti et non rebâti, puisque l'ensemble de l'administration, pour ce qui concerne les Albanais du Kosovo, avait été chassé et qu'ils reviennent 10 ans après et qu'il n'y avait rien du tout. À la fois la production d'électricité, les timbres-poste, les voitures, l'école. Enfin. Un exemple de police, des problèmes de délinquance, l'exemple des problèmes de nettoiement, d'ordures, tout ça, vous êtes obligé de gérer, de retrouver un cadre administratif pour tout cela? Le cadre administratif est fourni par de grandes directives de la résolution 1244, mais bien sûr, il faut tout improviser. Il faut à la fois reprendre ceux qui, 10 ans avant, étaient dans cette administration, et puis les diriger autrement. Et n'oublions pas qu'il faut mettre ensemble une direction extérieure, celle qui vient de la communauté internationale, et en même temps impliquer, en tout cas depuis longtemps, c'est notre idée, et ça se réalise, les Kosovars, toutes les communautés, ce qui n'est pas encore fait. Mais impliquer toutes les communautés quand on sait que ces communautés ne se parlent pas, se haïssent et sont prêts à redéclencher des mouvements de violence. Oui, on peut dire ça comme ça, mais on peut dire aussi que depuis 9 mois que nous sommes là, ou presque 9 mois, et ça n'est pas long pour une mission de création de la paix, nous avons fait des progrès considérables. Et le fait que, par exemple, il y ait de la lumière ici à Pristina, c'est quelque chose... Il y en avait à Mitrovica hier soir aussi, il y en a. Voilà, c'est très difficile parce que les centrales sont dans un état épouvantable. Et donc, il faut à la fois s'acharner techniquement, mais aussi créer la confiance. L'administration, ce n'est pas seulement une vision bureaucratique. Créer la confiance pour que toutes les communautés viennent ensemble pour travailler, au moins travailler ensemble. Créer la confiance quand on s'appelle Bernard Kouchner, qu'on est français et qu'on est soupçonné d'être quelquefois un peu pro-serbe ou d'en faire trop dans un sens ou dans un autre. Comment vous arrivez à maintenir cet équilibre de neutralité qui est l'exigence des Nations Unies aussi? D'abord, je n'arrive pas bien à le maintenir maintenant. Vous savez, tantôt je suis accusé d'être pro-serbe, tantôt je suis accusé d'être anti-serbe. Et puis, de l'autre côté, c'est pareil. C'est normal, ces communautés n'ont jamais vraiment vécu ensemble. Elles ont vécu côte à côte. Et les difficultés, les massacres, la purification ethnique, il ne faut pas oublier tout ça sous prétexte que les bombardements ont cessé. Les bombardements ont certes cessé, mais la confrontation s'est poursuivie. Et il faut donner confiance aux Serbes, et en même temps, il faut que les Albanais
du Kosovo soient conscients de leur avenir. Alors cette idée de donner confiance, mais c'est aussi cette présence de la haine, on la retrouve dans les paroles des enfants. Les enfants, ils reprennent les paroles des adultes. Et on le voit dans le reportage de Maris Burgo et Yann Moine dans les écoles de Mitrovica. 2 heures de cours par jour, c'est peu, mais c'est un début et c'est aussi une revanche. Pendant des années, ces petits Albanais ont étudié dans des écoles clandestines. Leurs professeurs refusaient alors d'appliquer les programmes de Belgrade. Pour pouvoir enseigner dans leur propre langue, ils furent obligés de quitter le système éducatif légal. Alors aujourd'hui, ne comptez pas sur ces écoliers pour accepter des petits Serbes sur les mêmes bancs qu'eux. Non, jamais. Ils ont commis trop de crimes. Eux, ils ont leur langue, et nous la nôtre. Alors nous, on ne veut pas parler comme eux. De toute façon, ils veulent tous nous tuer. Tout peut arriver. Elle vient à l'école en zone albanaise, mais elle vit dans la partie serbe de la ville. Gülşem est donc une élève qu'il faut protéger. Les soldats de la KFOR l'escortent matin et soir. Elle grandira donc avec ses souvenirs de retour d'école en blindé. Difficile pour elle pour l'instant de voir les Serbes autrement qu'en ennemis jurés. Et de l'autre côté, la défiance est la même. Dans le village de Klemetina, la KFOR a construit une école pour les Albanais en face de celle des Serbes. Il était impossible de faire cohabiter les uns et les autres entre les mêmes murs, mais l'idée était au moins de les rapprocher. C'est finalement un échec, les professeurs se débrouillant pour que les récréations ne tombent jamais en même temps. Tout ça, c'est à cause de cette guerre. Les Albanais, ce sont tous des terroristes qui brûlent les maisons des Serbes. Les programmes scolaires ne sont de toute façon pas les mêmes, les professeurs serbes ayant par exemple une vision de l'histoire à l'opposé de celle des Albanais. L'école multiethnique au Kosovo est aujourd'hui un rêve, figé dans les gestes de victoire et de revanche des uns et des autres. Alors ces enfants, Bernard Kouchner, qui font le signe de victoire serbe, ils reprennent, c'est vrai, les slogans des parents, mais on dit au fond la guerre a été gagnée, maintenant la paix, elle est perdue, elle n'est pas possible. Vous répondez quoi à cette vision très pessimiste? Je suis modérément optimiste. Oui, pas seulement la guerre, mais des siècles les ont opposés. La haine est là, palpable, omniprésente, mais il y a des petits signes d'espoir, et en particulier pour les enfants. Ça changera pour les enfants. Aucune mission de la paix des Nations Unies ne s'est déroulée aussi vite, curieusement, et contrairement à ce qu'on pense. Alors, les enfants reçoivent les mots des parents, bien entendu, mais en même temps, c'est l'espoir de cette génération, cette petite génération. Alors, on nous a accusés d'être un peu lents, etc. Mais souvenons-nous de l'Irlande, du Liban, de ce qui se passe partout dans le suivi des guerres. Ça met très longtemps. Des années. Et c'est comme ça, nous y arriverons. Mais lorsque vous annoncez des élections pour la fin de l'année, est-ce que d'une certaine manière, vous n'êtes pas en train de préparer le passage à l'indépendance du Kosovo? Moi, je ne prépare pas le passage à l'indépendance. D'ailleurs, c'est le contraire de la résolution 1244. D'abord, il faut voir les étapes. Nous sommes arrivés, les réfugiés sont revenus, beaucoup plus vite que nulle part ailleurs. Ensuite, il y a eu l'étape de la démilitarisation, qui a été achevée. Malgré les critiques, beaucoup plus vite et pour la première fois au monde. Une armée dite de libération s'est transformée en un appareil civil. Ensuite, il y a eu à mettre ensemble les gens... Ils se réarment un peu dans certains endroits. Mais il y a des armes partout dans les Balkans, ce n'est pas une nouveauté. Mais en tout cas, les gens ne sont plus en uniforme, ne sont plus armés dans les rues. Ça, c'est un progrès. Et puis, il y a eu l'étape de la mise ensemble de l'administration commune. Oui, j'attends les Serbes, ils ne sont pas encore là, mais j'ai de bons signes et je pense qu'ils viendront. Et puis, maintenant, en effet, l'étape d'éclairage avant les élections, ce sera sur 2 thèmes qui ont été acceptés par le Conseil de sécurité. D'abord, le statut des minorités, pas seulement la protection des communautés, le statut des communautés, c'est quoi d'être minoritaire au Kosovo? Et ensuite, l'explication de l'autonomie et d'un gouvernement qui serait un gouvernement local. Il faut discuter avec eux,
avec toutes les communautés du Kosovo. C'est ce que nous allons faire. Et puis, nous il y a des représentants des deux communautés. Vous allez avoir M. Taci, M. Rugova, M. Ivanovic, tout ça, tous ces gens qui sont des représentants des communautés, soit serbes, soit albanaises, sont prêts à venir à la table discuter avec vous? D'abord, ils sont là, ceux que vous avez cités, mais pour l'instant, sauf M. Ivanovic. Mais si, à Mitrovica, vous y êtes allé, dans quelques jours, avant la fin du mois, M. Recipi, le maire du côté sud, et M. Ivanovic, le responsable du côté nord, vont se rencontrer. Ils se rencontraient, c'était même la seule ville où ils se rencontraient régulièrement. Il y aura une administration commune. Ça va s'arranger, ça va bien mieux à Mitrovica. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas une autre crise. Je ne dis pas que nous sommes à l'abri des catastrophes. Je dis que tous les jours, une équipe extraordinaire venue du monde entier qui représente non seulement les soldats qui font un travail admirable, à Mitrovica en particulier, mais la communauté internationale par la mission des Nations Unies se dévoue nuit et jour pour travailler dans ce sens. Ça marche beaucoup mieux qu'avant. Quand vous venez ici, vous avez l'impression que c'est une catastrophe. Ça n'est pas vrai, il fallait voir ce qui se passait avant. Ouais. Mais si je comprends bien, pour conclure, l'état d'esprit de Bernard Kouchner est meilleur qu'il y a quelques semaines, où en direct, dans le journal de 20 h, vous aviez l'air plutôt pessimiste. Ça va un peu mieux, vous avez des signes concrets? Non, j'ai eu tort d'être pessimiste. Je voulais dire que de loin, on voit moins bien les choses que de près. C'est pour ça que vous êtes là, c'est bien. Non, je pense que modérément optimiste, ça veut dire que la mission se poursuit, qu'elle va plus vite qu'on ne le pense. Certes, j'étais pas content des moyens, mais maintenant les moyens sont arrivés, ceux de la communauté européenne en particulier, de la France, des nations européennes. Et avec cela, avec eux, il faut des projets économiques. Des projets économiques sont indispensables. Au minimum, nous allons essayer de faire que les communautés pourront travailler ensemble. Je ne dis pas qu'elles vont s'aimer, mais vous savez, c'est très difficile ici de s'aimer. Hein, ouvrir son cœur quand on ouvre les fosses communes. Il y en a encore 400 à ouvrir. Il ne faut pas oublier ça. C'était très proche. Chaque famille a souffert. Vous avez vu les disparus. Vous dites 7000. Il y a des gens qui disent que 3000. Il y en a 5000. Mais enfin, il y en a beaucoup. Hein. Merci Bernard Kouchner. Voilà pour cette édition spéciale préparée par la rédaction de France 2. Nous étions ici en direct de Pristina et puis à Mitrovica. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis la réalisation de cette édition et ici au Kosovo, un an après les frappes de l'OTAN. Béatrice, c'est à vous. Vous savez que ce soir sur France 2, on retrouvera Bernard Kouchner dans un Good Morning Kosovo. Un document exceptionnel en effet à 23h10. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les deux principaux titres. Les élections présidentielles en Russie. Selon les premiers résultats officiels, Vladimir Poutine obtient un peu plus de 45% des voix. Il pourrait donc y avoir un second tour, mais les estimations se succèdent et se contredisent. Le pape Jean-Paul II devant le mur des lamentations, image historique du Saint-Père à Jérusalem, image de réconciliation et de recueillement au pied du Saint-Sépulcre. Dans un instant, la météo Isabelle Martinet, 20h50, Soleil Rouge avec Alain Delon et Charles Bronson. À 23h10, je vous le disais, ce document exceptionnel, le Good Morning Kosovo. 0h50, le dernier journal, Laurence Stolazza. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Morin reçoit Andrei Gratchev. À 13h, le journal, Carole Gessler, Rachid Arabe. Et à 20h, vous retrouverez Claude Sérillon. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.